Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de l'UFC 319 à Chicago et qui dit UFC numéroté dit bien sûr preview de ma part. C'est une très bonne carte ce week-end avec beaucoup de combats de qualité, beaucoup de combats avec de l'enjeu, surtout beaucoup de combats très sympathiques, un peu dispersés dans la carte. Je vais regarder moi en entier évidemment, je vous invite à faire de même si vous le pouvez parce que je pense que ça va être un très bon événement. Et bien sûr je vais aujourd'hui parler un peu des combats, de 7 combats en tout et je vais pas vous embêter plus que ça. On va ouvrir immédiatement cette preview avec un combat de poids moyen entre Bryan Battle et Nurulson Ruziboev. Les deux hommes montent d'une catégorie de poids ce week-end ou plutôt retournent dans leur catégorie d'origine parce que ce sont tous les deux des anciens poids moyens qui ont de plus en plus de mal à valider la pesée. Bryan Battle était en souffrance lors de l'UFC 310 à son dernier combat et il a loupé le poids et on a senti donc dans ce combat contre Randy Brown que c'était très compliqué physiquement, donc cette fois-ci moins de prise de tête pour les deux hommes, ce sera un combat de poids moyen comme on aime. On se souvient de Bryan Battle bien sûr parce qu'il nous a mis une clim, une douche froide à Paris l'année dernière contre Kevin Jousset. J'ai pas énormément confiance en Bryan Battle chez les poids moyens je dois dire parce que je crois qu'il a vraiment besoin d'imposer sa physicalité pour remporter des combats à ce niveau-là. On l'a vu contre Randy Brown d'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'en est sorti même si sa victoire est débattable. Contre Ruziboev il va avoir un sacré désavantage physique, surtout que malgré sa stature Ruziboev bouge bien et même si Bryan Battle aime bien imposer un gros volume, déjà il prend beaucoup de coups aussi et surtout il trouve essentiellement du succès contre des cibles très stationnaires. Voilà, j'ai rien contre Kevin Jousset que je respecte énormément mais il est assez simple à toucher quand même et c'est pas le seul. Là où Ruziboev il est plus patient, plus de mouvements latéraux, il entre pour des grosses frappes plus que pour mettre du volume et j'ai peur que Bryan Battle finisse avec un syndrome Kevin Lee où il est un petit peu trop costaud physiquement pour une division mais un peu trop frêle pour celle d'au-dessus. Je pense que Ruziboev va remporter ce combat à la décision. Battle va sûrement avoir ses moments au début de l'affrontement selon moi, mais je le vois s'essouffler au fil du combat et finir un peu sur les rotules. Ruziboev 29-28 voilà, une décision ou un 30-27 même, on sait pas, ce sera en tout cas mon pronostic. On passe au combat entre Chase Hooper et Alexander Hernandez et ça c'est un combat très intéressant à mes yeux. Chase Hooper est sur une grosse dynamique depuis son retour chez les poids légers, 5 victoires, il a pris en masse musculaire, il s'est bâti, certains diraient qu'il a enfin atteint la puberté. Surtout son grappling s'est vachement amélioré, il a toujours eu un bon sol, mais ça manquait un peu de puissance, c'était trop de fluidité et pas assez d'impact. Et depuis un an ou deux, on sent qu'il a mis un peu d'eau dans son vin. En face, Alexander Hernandez qui était perçu fut un temps comme un très gros prospect, figurez-vous, mais qui a eu du mal à confirmer et qui erre un peu dans le ventre mou de l'UFC. Généralement, il alterne victoire et défaite, parfois par série de 2, mais voilà, il a du mal à retrouver son momentum. Le problème que j'ai avec Chase Hooper, c'est que même s'il est sur une belle série, je n'ai pas trouvé sa performance contre Jim Miller convaincante du tout. C'était une grosse opportunité pour lui de montrer qu'il avait passé un palier, et même s'il a fini par gagner le combat, il a manqué de létalité. Même si bien sûr, Jim Miller, c'est un gars d'expérience, et il est pas simple à mettre en grosse difficulté, voilà. J'ai quand même eu le sentiment que Chase était un peu contenté de la position dominante, et qu'il a un petit peu laissé filer le chrono. Sur les pieds, ce week-end, Alexander Hernandez sera plus à l'aise que Hooper, sans aucun débat possible. Il est plus fluide, plus alerte, plus explosif, mais je crois que Chase a compris depuis quelques combats qu'il pouvait se contenter un peu de spammer les takedowns, et que c'est comme ça qu'il se sent le plus confortable maintenant. Il en a tenté 14 contre Jim Miller, 6 en un demi-round contre Clay Guida, bref. Chase est en train de trouver son style, et c'est pas mérable bien sûr, mais il est étouffant, il met ses adversaires dans le dur, et j'ai été tout de même impressionné de sa bonne forme physique à la fin du combat contre Jim Miller, surtout pour quelqu'un qui a pris beaucoup de masse musculaire, qui s'est musclé depuis quelques mois. Je trouvais qu'il traînait très très bien la distance. Je vais tout de même faire confiance à Chase ce week-end. Je pense qu'Alexander Hernandez n'est pas un aussi bon grappleur défensivement que Jim Miller, ou du moins il n'a pas l'ingéniosité et la malice qui accompagnent les mecs qui ont autant d'expérience. Je vais pronostiquer une victoire de Chase par soumission dans le second round ce week-end, après un premier round disputé et peut-être quelques frayeurs sur les pieds. On ouvre la carte principale avec le combat entre Tim Elliott et Kai Asakura. Je dois dire que je serais très très surpris si Tim Elliott remportait ce combat. Ça fait plus d'1 an et demi qu'il n'a pas combattu, il a enchaîné les pépins physiques ces dernières années, c'est un combattant capable, tout à fait, attention, mais il a bientôt 39 ans, dans une catégorie aussi exigeante physiquement et avec la quasi-certitude qui ne deviendra jamais champion du monde. Qu'en est-il de sa motivation et de son état physique ? Surtout que même si on prend ses meilleures années, je suis pas sûr qu'il aurait pu rivaliser avec le dynamisme et la forme physique de Kai Asakura. Je pense que Tim Elliott va prendre la foudre ce week-end, même si généralement j'ai toujours été impressionné par sa capacité à se maintenir à flot contre les gros lutteurs.
Il a une très bonne défense de lutte, il a posé des problèmes à Mokaev dans leur combat, il a battu Ulanbekov. Et globalement, c'est dans ce style de combat qu'il aurait le plus de chances de surprendre un mec de meilleure qualité, mais sur les pieds, je l'ai toujours trouvé lent et c'est pas avec une année et demie d'inactivité et en s'approchant de la quarantaine que ça devrait s'arranger. Je pense qu'Asakura va le foudroyer, que Tim est un peu là pour prendre les derniers chèques de sa carrière et pour finir son contrat, et y a pas de mal à ça. Mais j'ai peur que ça se finisse mal pour lui ce week-end. Asakura a raté sa première impression à l'UFC, il aura sûrement à cœur de frapper un gros coup et je crois qu'il va rentrer dans Tim, qu'il sera trop rapide, trop explosif, trop puissant pour lui et je vois un chaos sec dans le premier round ici. On passe au combat entre Jared Cannonier et Michael Venom Page, matchmaking un peu étrange, mais j'ai l'impression que si MVP gagne, peut-être qu'un combat contre Israel Adesanya aura lieu juste après, et que c'est peut-être le pourquoi du comment. D'ailleurs, étrangement à mon sens, Israel Adesanya est un peu la clé du combat selon moi, je m'explique. Lorsque Jared Cannonier a affronté Izzy pour la ceinture à l'UFC 276, il est passé d'un combattant agressif prêt à mettre le bouillon à ses adversaires à un mec extrêmement inoffensif. Peut-être qu'il avait peur du contre, peut-être qu'il se sentait surclassé techniquement, mais depuis ce jour, j'ai toujours eu le sentiment que Jared respectait trop ses adversaires. C'était le cas contre Stickland, contre Nassourdine, contre Caio Borralho, et même au début de son dernier combat contre Robocop. Cannonier n'avance plus comme avant. Il change de garde, il fait des feintes, il essaye d'être propre, mais c'est pas là qu'il est le meilleur et le plus efficace. Jared a beaucoup de force dans les poings, il a besoin de faire un trou dans ses adversaires si on veut. Là où ce parallèle est important pour moi, c'est que j'ai peur qu'on voit la même chose contre MVP. J'ai peur qu'il subisse le rythme de l'anglais, qu'il essaye de jouer la carte de la technique contre un bien meilleur striker que lui. Voilà, MVP, on l'a vu 3 fois à l'UFC, il a fait 3 fois le même combat, et je vois pas de raison que ça change ce week-end. Il a la longe, il a les mouvements, il va tourner autour de Jared pendant 15 minutes, qu'il va pas savoir quoi faire, et je pense que MVP va remporter une décision ce week-end. Ce sera mon prono en tout cas, MVP remporte une décision unanime et call out Israel Adesanya après le combat. On avance au combat suivant entre Geoff Neal et Carlos Prates. C'est un combat extrêmement difficile à pronostiquer selon moi. Je crois que Geoff Neal est un des combattants les plus sous-cotés de l'UFC, que les fans l'oublient un peu parce qu'il est pas trop mis en avant et qu'il a aussi affronté des gars durs et qu'il est pas du genre à refuser des gros combats et donc du coup qu'il a des défaites. C'était pour ça d'ailleurs qu'il s'est retrouvé à affronter Shavkat, c'est pour ça qu'il s'était retrouvé à affronter Ian Gary et il n'y a pas vraiment de hype ou de soutien populaire donc les fans l'oublient un peu. Là où Carlos Prates c'est l'inverse évidemment, il est extrêmement soutenu par le public, il a beaucoup de hype, surtout pour un mec qui n'a finalement pas tant prouvé que ça à l'UFC jusque-là. Je dois dire que j'étais un peu déçu de sa performance contre Ian Gary, Carlos Prates, non pas que ce soit une défaite honteuse, mais je l'ai trouvé trop timide, trop respectueux, trop sur le reculoir, et peut-être aussi un peu mis en difficulté par le fait qu'il affrontait un mec grand et mobile et que ça a été beaucoup plus dur à manœuvrer pour lui qu'à l'accoutumée. Ian Gary est un peu insaisissable, il se déplace très bien, il est très difficile à cadrer, là où Geoff Neal ça va être un peu plus ancré au sol, voilà. Beaucoup moins de déplacements, beaucoup moins subtil d'une certaine façon, c'est un bon boxeur mais il excelle pas dans les combats très techniques, ça va boxer en ligne et puis voilà. Je pense que ça va cogner dur. Carlos Prates, Geoff Neal, c'est des gars qui ont beaucoup de force dans les poings, qui ont aussi un très gros menton. Mais je pense qu'à ce petit jeu-là, Carlos a plus d'armes à son arsenal que Geoff. Il va trouver des meilleurs angles avec ses crochets. Il va aussi probablement moins se faire toucher que Geoff Neal, qui encore une fois est très ancré au sol, ne se déplace pas trop. Et même s'il remporte beaucoup de ses combats via test de durabilité, on va dire, je pense que ça va pas le faire ce week-end. Je vais pronostiquer une victoire de Carlos Prates par finish dans le second round. Je veux le voir bosser le corps de Geoff Neal. Je veux le voir se défaire des tentatives de clinch qui vont pleuvoir parce que Geoff aime bien initier du clinch quand il est en galère. Et je pense que Carlos va réussir à s'en dépêtrer et va réussir à remporter ce combat ce week-end. Carlos Prates TKO, second round, ce sera mon prono. On passe au co-main event de la soirée, Lerone Murphy contre Aaron Pico. Voilà. Pour ceux qui découvrent Aaron Pico, c'est une ancienne pépite du Bellator qui n'a que 28 ans. C'est un gars de très haut niveau qui aurait dû avoir une chance à la ceinture du Bellator et puis il y a eu le rachat et tout ça, voilà, ça a fait capoter. Pour la petite anecdote, moi je l'ai vu combattre de près en ringside au Bellator 299 à Dublin et il avait éteint Pedro Carvalho, bon, qui est un peu en perdition depuis donc je sais pas trop ce que ça vaut mais voilà. Lerone Murphy, on connaît maintenant, toujours invaincu à l'UFC, qui sort d'une victoire convaincante contre Josh Emmett. Ce que je trouve intéressant moi chez Lerone Murphy, c'est qu'il a affronté des mecs avec des styles très différents et même s'il m'a jamais impressionné outre mesure, son passage à l'UFC dans sa globalité est impressionnant jusque-là. Il a montré une grosse capacité d'adaptation et c'est un de ces combattants qui va faire son chemin sans gros chaos, sans performance éclair, mais qui sait gagner et c'est très important au niveau auquel il est maintenant. Aaron Pico, bien sûr, physiquement, il y a un peu plus de folie, c'est plus imprévisible. Il chasse véritablement le finish, il combat un gros rythme, grosse lutte, grosse phase de striking, on enchaîne. Je dirais qu'il a quand même affronté un niveau d'opposition où il y avait des largesses. Je dis pas qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais Murphy va pas se laisser coller contre la cage aussi facilement que des mecs comme Justin Gonzalez. Il va pas accepter de se faire déchirer par des coups au corps pendant 1 minute sans réagir. Il y aura plus d'adversité qu'à l'accoutumée pour Pico ce week-end, c'est ça que je veux dire.
Surtout que c'est un gros spotlight immédiat pour lui. Il est en co-main event d'une grosse carte, il a l'opportunité de réaliser un gros coup d'entrée, donc faut voir comment il va gérer la pression. Les Ron Murphy, on sait à quel genre de performance on va avoir droit, un petit peu ennuyeux sur les bords, mais très propre techniquement, peu de déchets et une bonne capacité à s'adapter tout au long du combat. Il n'a pas d'arme létale à proprement parler, mais je peux le voir foutre quand même un genou dans la tête de Pico sur une entrée en lutte, attention. Léron va bien se déplacer latéralement, il va chercher la bonne distance, il va vouloir imposer son rythme, mettre en place son jab, et c'est à Pico d'emballer le combat. C'est à lui d'emballer le combat, c'est à lui de menacer avec sa lutte, c'est à lui d'essayer de trouver un gros coup, une grosse frappe, une grosse séquence, et il en est capable, mais ça ne va pas être simple. Plus le combat dure, plus ça tourne à l'avantage de Murphy selon moi, et même si c'est du très haut niveau des deux côtés, selon moi c'est un petit peu un pile ou face ce combat. J'ai souvent fait l'erreur de pronostiquer en faveur des nouveaux venus, et même si beaucoup de personnes se souviendront de Kaya Sakura et de Patchy Mix, on n'oublie pas que Michael Chandler a battu Dan Hooker pour son premier combat, que Kayla Harrison a fait des gros débuts aussi, donc voilà, c'est pas noir ou blanc les mecs qui viennent d'ailleurs. Je vais sûrement le regretter, mais je vais pronostiquer une victoire d'Aaron Pico ici, par KO. Et je m'y tiens. J'ai l'impression qu'il est un de ceux qui va réussir à gérer la pression et nous faire une grosse performance. Voilà, peut-être que j'aurai tort, mais on verra bien. On passe au combat principal de la soirée, le main event. La ceinture des poids moyens est en jeu entre Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev. Et énormément d'incertitudes autour de ce combat. Et franchement, je crois que comme beaucoup de gens, je suis très emballé par l'affrontement. Comme souvent avant un combat de Khamzat Chimaev, la question devient souvent que va-t-il se passer si ça dure plus d'un round? Je vais pas refaire tout le détail, mais il y a des raisons valables de douter du cardio de Borz, notamment après ses combats contre Gilbert Burns et Kamaru Usman. Et peu de personnes pensent qu'il peut tenir un combat en 5 rounds. Évidemment, ce qui est de Khamzat dans ce compartiment-là, c'est qu'il est extrêmement létal et qu'il sait finir ses combats dans le premier round. On en a eu plus d'un exemple. Quoi qu'il arrive, du Plessis va subir dans le premier round selon moi. Voilà, j'ai pas inventé l'eau chaude là, mais je conçois pas un scénario où il évite des grosses séances de grappling avec Chimaev au début du combat. Et j'ai vu plusieurs personnes le mentionner ces temps-ci et je suis d'accord avec ça. C'est le fait que le problème avec Khamzat, c'est même pas de stopper ses takedowns, mais plutôt c'est de ne pas paniquer et de continuer à défendre intelligemment. En d'autres termes, de maintenir un système défensif pour survivre. Je pense que Whittaker, par exemple, faisait un bon taf au sol contre Khamzat. Il se trouve que ses dents ont sauté, voilà, ce qui est absolument terrifiant maintenant que je le dis à voix haute, mais même si je crois pas que qui que ce soit dans la division puisse défendre la lutte de Chimaev dans le premier round, c'est possible d'y survivre. Et même si c'est très difficile de recomposer sur un 3 rounds et d'effacer un round qui est peut-être un 18 ou voilà, sur 5, il y a un peu plus de temps pour reprendre le fil du combat. Je vais aussi préciser quand même que la dernière fois que le cardio de Khamzat Chimaev a été véritablement testé, c'était il y a plus de 2 ans, enfin presque 2 ans. Il a beaucoup bossé dessus depuis, donc même s'il a des pépins physiques qui l'empêchent probablement d'avoir un gros coffre, il y a des raisons de penser qu'il y aurait quand même du mieux de ce côté-là. Aussi, et ça a été soulevé par Clément Marco il me semble, du Plessis a probablement entendu 10 000 fois pendant son camp que s'il survivait au premier round c'était gagné. Donc s'il y parvient, le regain mental qu'il aura après ce premier round ça risque d'être énorme. Et ça c'est pas à exclure. Ce que j'exclus pas non plus, c'est que Chimaev soit patient. Non seulement qu'il soit patient, mais en plus qu'il décide de boxer avec du Plessis. Parce que ce qui fonctionne avec Dricus, c'est qu'il envoie constamment des coups, il ne s'arrête jamais, il est certes pas très précis, mais il envoie des poings, il envoie des jambes, et le volume comble un peu les lacunes techniques. Et parfois ça passe. Titre d'exemple, la frappe sur laquelle il initie la séquence finale contre Whittaker, fait pas exprès, je suis prêt à le jurer. Quand tu regardes du Plessis, c'est beaucoup de volume, beaucoup de cœur aussi, et il y a un avant-après son opération du nez qui est saisissante sur son cardio. Il a un style maladroit, un peu cartoonesque par moment, mais c'est dur de nier les résultats. Voilà, il a battu des adversaires sérieux, il est toujours invaincu à l'UFC, il est champion, il a défendu sa ceinture 2 fois, c'est pas pour rien. Le problème, c'est que j'ai un peu envie de croire en lui, de croire en du Plessis ce week-end. Il y a quelque chose qui me... Voilà. Mais premièrement, j'ai déjà fait l'erreur avec Khamzat plusieurs fois. Et deuxièmement, si je me trompe, ça va avoir l'air ridicule parce que l'alternative à une victoire de du Plessis sera probablement une soumission au premier round. J'ai mon instinct qui me pousse à me dire que du Plessis va survivre à ce premier round et mettre Chimaev en difficulté jusqu'à le finir à la fin du combat. Et même si mon instinct me trompe très souvent, là je pourrais insérer une liste absolument titanesque, je vais le suivre ici, une nouvelle fois. Je vais pronostiquer une victoire de du Plessis par finish dans le 4e ou le 5e round, après avoir passé un premier round et demi très compliqué et avoir su survivre à l'orage. Voilà. Ce sera mon prono pour ce week-end et je m'y tiens. Voilà, maintenant que c'est enregistré, je suis obligé de m'y tenir. Et voilà, à vous, qu'est-ce que vous pensez vous de la carte ce week-end? Qu'est-ce que vous voyez pour les combats importants ou même est-ce qu'il y a d'autres combats qui vous intéressent? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire bien sûr et nous on se reparle bientôt. Salut les gars.